Alors bienvenue à tous dans ce nouveau programme appelé Welcome dans ma house que j'ai décidé de produire. Voilà, donc après toutes ces années passées en tant que rappeur et être en avant par rapport à mes activités, j'ai décidé aujourd'hui de me mettre en retrait et de donner la lumière à des personnes qui ont contribué à l'essor du hip-hop roman. Bon, je rappelle aussi que ça, ce que vous êtes en train de voir maintenant, c'est l'épisode pilote numéro 0. Je ne sais pas, à l'heure actuelle où on est en train de le faire, je ne sais pas s'il va être émis au début de la première saison ou à la fin de la première saison. On n'en sait rien encore pour l'instant. Quoi qu'il en soit, si vous le voyez en ce moment, ça veut dire qu'on a réussi à faire bien les choses et le truc carré. Et puis si vous ne le voyez pas, bah, en fait, vous ne saurez pas que vous ne le voyez pas vu que vous ne le verrez pas. Donc c'est assez simple comme chose. Maintenant, voilà, je vais souvent, quand je vais parler, je vais souvent dire « nous », malgré que cette émission, ben voilà, je la produis moi, c'est une idée que j'ai eue, avec des influences bien sûr. Et je vais dire « nous » parce que j'ai réussi à constituer une équipe avec moi. Dans l'équipe qui est avec moi, il y a Mamen Version F qui me met gracieusement le studio à disposition pour pouvoir faire les épisodes. Et il y a aussi, pour tout ce qui est images, montage, etc., Mamen Argo Date Maker qui est là. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous expliquer le crew qui constitue Welcome dans ma house. Alors, comme je vous ai dit, le but c'est de donner un peu une tribune ou de pouvoir expliquer, aller dans le fond des choses par rapport à des parcours, par rapport à des gens qui ont contribué à l'essor du hip-hop roman. Alors bon, c'est vrai que quand on parle de hip-hop aujourd'hui, c'est un peu une connotation un peu, entre guillemets, un peu old school, vu que les branches du hip-hop maintenant sont complètement séparées l'une de l'autre. C'est vraiment des choses différentes. Et moi, je vais plutôt aller dans la branche rap, vu que c'est mon truc. Et même le rap aujourd'hui, qui est devenu un peu la pop musique d'aujourd'hui. Donc voilà, maintenant c'est plus autant marginal, on va dire, qu'avant. Voilà, en gros c'est ce que je voulais vous dire. On va essayer de faire des interviews, discussions. On va essayer de ne pas faire trop de coupures ou pas du tout, on verra. Ça sera du one shot, c'est naturel. Donc même si on bafouille, etc., c'est pas grave. On est là entre nous et on va essayer de vous donner un truc intéressant. Voilà. Donc aujourd'hui, pour le premier épisode, j'ai le plaisir et j'ai l'honneur d'inviter, alors on va approfondir tout ça, mais un des membres fondateurs du crew MXX, aussi membre du groupe électro Firefly. Il est producteur, MC, arrangeur, ingé son, voilà, il touche à tout. C'est The Big Boss, a.k.a. Maen. Bienvenue, merci beaucoup. Merci Ivan, comment ça va? Bien. Et toi, tout va bien? Merci pour l'invitation, ouais, ça va bien, merci. Ça fait plaisir. Ça fait mon plaisir en fait de t'avoir pour cet épisode 0. D'avoir accepté l'invitation et donc on va essayer d'un peu de te connaître un peu mieux parce que ça fait longtemps que tu es là. Très longtemps que tu es là, tu as bossé avec pas mal de monde, mais voilà, on a envie d'en savoir un peu plus. Alors moi, avant de commencer, d'aller dans le rap, etc., je voulais déjà savoir où tu es né, où tu as grandi, voilà un peu déjà d'où tu viens. Ok, alors donc je m'appelle de mon prénom Sébastien, je suis né en 1980, j'ai grandi à Renan. Donc une place magnifique pour l'essor du hip-hop, donc ça sera cool d'en parler pour tout ça. Et voilà, j'ai 37 ans aujourd'hui. Et voilà, je me retrouve assis à faire cette interview avec toi. Et ça me fait beaucoup plaisir en tout cas que tu m'aies invité, on se connaît depuis un moment. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir discuter de tout ce qu'on a vécu et toutes ces choses-là. Exactement. C'est vrai que voilà, après avec le fil du temps, on a collaboré sur pas mal de projets, on s'est assez croisés dans plusieurs choses et donc voilà. Donc toi tu viens de Renan, qui est un peu considéré comme un peu le berceau du hip-hop roman. Après roman, on peut aussi aller un peu, faut pas oublier Bienne, hein,
quand même la capitale, on va dire, c'est plutôt bien. Et au niveau de la région lausannoise, comme ça, on va dire que Renan, c'est vrai que c'était un peu le berceau, un peu où il y a eu pas mal de choses. Est-ce que toi, ton premier contact, parce que toi, par rapport au hip-hop, bon ça on va revenir juste après, mais ton premier contact avec la musique, quel a été, sans parler de rap, hein, je parle pas de rap, hein, je dis vraiment, premier truc, peut-être que premier disque que tu as acheté, ou premier truc que tu as kiffé, de la pop, ou je sais pas, je sais pas si j'ai bien été, mais il y a eu déjà cette influence hip-hop qui était là, qui était présente. On voyait déjà que ça se passait justement à Renan quand j'étais petit. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà quelque chose par rapport à la culture. On voyait qu'il y avait un engouement, quelque chose. Donc même étant très jeune, j'ai déjà été intéressé par toutes ces disciplines et tout ça. Je me rappelle, peut-être ça devait être à la fin des années 80, début 90, à Renan, il y avait la fameuse Migros de Renan. Ouais. Et c'est là que tout se passait, où il y avait les breakers qui dansaient. Moi je me rappelle à l'époque, j'allais faire les commissions avec ma maman. Donc j'étais vraiment petit, hein, j'ai des visions de ça. Et quand on allait prendre la voiture, fallait passer par les couloirs, et là dans les couloirs il y avait des jeunes qui breakaient, qui dansaient et tout ça. Vraiment... Et ça c'était les premiers, un peu les premiers trucs que j'ai eu, donc voilà. C'était pas forcément la musique directement, tu vois, c'était plutôt l'ambiance, le break, les tags, parce qu'on voyait ça, tu vois, c'était vraiment l'effervescence, voilà, à Renan surtout, il y a eu exactement. Voilà, donc c'était pile la période, tu vois, le tout début des années 90 comme ça. Et après, il y a eu forcément peut-être les grands, tu sais, les Criss Cross et les trucs comme ça, qui étaient aussi des années 90 et qui allaient déjà, c'était déjà un peu crossover, c'était déjà un peu plus grand public, mais qui t'amenaient déjà dans ce délire-là. Ouais. T'avais déjà kiffé déjà. Complètement. T'étais déjà assez ancré. Il y avait plein de trucs quand t'es jeune, tu te cherches un peu. Moi, je vais te dire vraiment la vérité, c'est que j'avais un ami, on va dire comme ça, où mes parents avaient des amis, ils avaient un fils comme moi, donc on se voyait de temps en temps. Et lui écoutait je sais pas, du métal, je sais pas comment on appelait ça à l'époque, du Iron Maiden et ces trucs-là. Et moi je trouvais ça incroyable, les t-shirts de dingue et tout, avec les... Ouais, tu te souviens de... C'est vrai que les images de ouf, de squelettes, de têtes de mort qui revient maintenant, en fait, que tu vois maintenant en plus. Les gens ils ont les t-shirts Iron Maiden. Donc tu vois, c'était déjà... Et ça attirait aussi, j'étais là, ouais, c'est dingue et tout. Et je pense que quand tu as eu 10, 12 ans et tout ça, ben, tu te cherches un peu. Donc tu es ouvert à plein de choses, tu vois ce que je veux dire. Et j'étais aussi tout à fait ouvert à ça. Et je me rappelle, pour revenir sur le premier disque par exemple que j'ai acheté, j'allais, donc j'ai toujours plein de choses avec ma maman du coup, tu vois, j'allais toujours en commission avec ma maman. Et un jour elle m'a dit ok, aujourd'hui je sais pas pourquoi, je vais t'acheter un CD. Ok, tu peux choisir un CD, tu vas prendre, tu vois, quand t'es jeune, t'es tout fou. Mais à la Migros de Renan? Non, c'était pas la Migros de Renan, je me rappelle plus. Il y avait le magasin. Ah ouais, il y avait le magasin, c'est juste, je me rappelle. Ouais, non, mais pas la Migros de Renan. Et donc je fouille, et moi je lui ai dit, mais écoute, j'aimerais que tu m'achètes un de ces CD de Iron Maiden et tout ça. Et ma maman a dit, non, c'est exclu, jamais tu n'auras un CD de cette musique là. Donc j'ai fouillé un petit peu dans les trucs, et moi j'avais à l'école, je pense que je devais être en 7e année, à cet âge-là. Moi je devais avoir 12 ans, 7e année, un truc comme ça. Et j'avais un pote dans ma classe qui dessinait toujours le logo de Public Enemy, tu te rappelles, la fameuse cible avec Et déjà, en voyant à Renan, tu vois, ces jeunes qui faisaient d'autres trucs et tout ça, je me suis dit, ah voilà, ça fait partie du même délire, qu'est-ce que c'est? Et il était assez... c'était un peu un marginal parce que c'était le seul à écouter ça dans notre classe et tout ça. Il traînait avec des plus grands qui, je pense, lui apprenaient le truc et tout ça. Et quand je vais chercher ces CD-là, donc ma maman me dit, vas-y, cherche un CD, tu peux prendre un CD. Et je tire une compilation qui s'appelait Rap 4. Ça n'a rien à voir. Truc de, je sais pas, hit machine du rap, tu vois. Et il y avait des purs morceaux dessus. Et je prends ce truc-là, je dis, ah ouais, du rap, ok, mon collègue à l'école, c'est ça. Et je regarde le tracklist et je vois Public Enemy. Je dis, c'est ça qu'il écrit et tout ça, ok, je veux prendre ça, vraiment, je prends ça. Et après, j'ai écouté ce disque et en effet, il y avait quoi, à l'époque, il y avait, en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était, il y avait une session de Jazzy Jeff et de Fresh Prince à l'époque. En live. Ouais, elle est mortelle. Elle est mortelle, pour laquelle je dis. Et il fait des retours de dingue. J'étais là, voilà. Ça m'a traumatisé. Live at Union Square. Exactement, le live at Union Square de 1990, je sais plus quoi. Terrible. Exactement. Le gars, il a 17 ans, il dit dans le truc. Exactement, I'm 17 years old. Exact. Donc ça m'a retourné la tête. J'ai dit, ah ouais, déjà. Donc moi, j'étais à fond dans les trucs de. J'aimais bien pas forcément le rappeur à la base, mais j'aimais bien, tu vois, le DJ, ce qu'il y a derrière et tout ça. Et donc ça
Sur ce CD-là, il y avait pas mal de morceaux qui m'ont bien retourné la tête. Il y avait du LL Cool J, il y avait du... Ah ouais, Run DMC peut-être. Je crois pas qu'il y avait du Run DMC. Il faudrait que je revoie le tracklist. Ok, C'est vrai que ça date, hein, ça fait là. Rap 4. Rap 4, attention. Incroyable. Ah ouais, non, je connaissais pas. À une prochaine émission, je t'amènerai, tu me montreras comme ça. Ouais, on va chercher. Je dois l'avoir toujours. Ah non, on va chercher ça. Et à partir de là, c'était le début de tout, quoi. Après, j'ai croché à fond. J'ai dit, ouais, c'est une dinguerie. Faisons de la musique, essayons et tout. Et après, il y a eu l'effervescence de MTV. Moi, je suis un enfant MTV, quoi. J'ai grandi avec les débuts des années 90, c'est MTV à fond. Bien Nous, sûr. on a été fait MTV The Grind, tu vois, les trucs qui dansent. Voilà, c'était ça à fond. L'époque où il y avait encore des clips sur MTV. MTV. Il y avait encore des clips sur MTV. Et il y avait UMTV Raps, forcément. C'était une dingue. Incroyable. Incroyable. Ça faisait rêver. À la base, je sais plus, c'était les vendredis soirs, après le dimanche à midi. Ouais, ils ont changé. changé. Après, il y avait samedi matin, après, il y avait le samedi vers 17h. Exactement. Ils ont changé 2-3 fois. Ça, c'était le petit moment qui faisait que le top 10, tu savais, voilà. Donc ça, c'était un peu les prémices en fait. Et puis ensuite, quand tu as été actif, est-ce que tu as commencé directement par le rap ou bien tu as commencé par le break, les activités vraiment? Au niveau de l'activité, qu'est-ce que tu as? Alors je me sentais pas du tout, mais ce qui était bien à l'époque quand tu voulais rentrer, parce que c'était quand même un petit réseau, tu vois, quand tu voulais rentrer dans le truc, il y avait, peut-être fallait pas forcément prouver, il faut remettre les choses dans les contextes et tout ça, enfin ça fallait certainement prouver, mais montrer que tu savais faire quelque chose, en tout cas, tu pouvais pas être là et ne rien faire. Ouais. Et moi je me sentais pas trop du break, tu vois, je suis pas trop un danseur ou tout ça, ou graffer, voilà, mais je l'ai fait. Tu vois, j'en ai fait, j'ai été prendre des cours aussi au CRA, essayer avec les breakers à l'époque. Et voilà, on a essayé de passer le moulin et tout ça. C'était pas du tout mon truc, mais j'ai fait le pas d'essayer et tout parce que t'es attiré partout, tu vois. Bien sûr. Et puis le graffiti, ça m'a beaucoup marqué parce qu'à l'époque, ils ont sorti des bouquins. Aussi au début des années 90, je crois qu'il s'appelait Spray Canard. Et puis il y en avait un autre, Subway Art. Et ces deux bouquins-là, ça m'a retourné aussi le cerveau. J'ai dit non, c'est incroyable, tous ces trucs, ces couleurs, ces machins de vandales et tout. Tu vois, moi j'aime bien les trucs un peu. Mais à fond, dedans. Surtout, c'est des mythiques. Ouais, c'est mythique. Surtout les graffeurs, ça les a. En plus. Et ça, le fait d'ouvrir ces cahiers, tu les trouves à Payot et tout ça, tu vois, déjà à l'époque. Donc voilà, j'avais acquis ces bouquins-là et ça faisait rêver. En effet, à l'époque, on n'avait pas, tu vois, Internet et tout ça. Donc c'était ces choses-là qui nous arrivaient, les cassettes de se passer les cassettes. Bien sûr, après, avec le moins de petits trucs, tu le charcutais, quoi. Tu regardais le moins de détails, qu'est-ce qui était écrit, pourquoi, comment, parce que c'était seule référence. Et après, tu essayais d'acquérir des connaissances avec ça. Mais, et puis, par rapport au graphe, est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu avais un... Je sais pas jusqu'où on peut dire les choses. Mais non, on peut dire. Non, regarde, je vais t'expliquer. T'as pas besoin de dire les endroits, mais. Bien sûr. Comment j'ai fait un peu mon entrée dans tout ce délire. Donc, moi, j'étais déjà, malgré tout ça, donc tu m'expliquais par quoi tu as commencé au début. Donc, j'étais tout de suite attiré par le rap. Donc, moi, c'était vraiment le rap. Mais par la force des choses, surtout à l'époque, donc moi, j'ai grandi à Renan, il y avait un centre de rencontres et d'animation qui s'appelait le CRA, justement. Où tous les gens se voyaient et tous les gens du hip-hop se retrouvaient là-bas. Et donc forcément, ils avaient un petit studio son. Donc moi je faisais la musique là-bas, un des rares qui faisait de la musique. Tous les autres venaient pour danser. Et forcément, au bout d'un moment, tu es avec tout le monde et tu vas, tu fais, tu essayes, tu participes. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire. Après le graffiti, moi j'en ai fait un petit peu. J'avais des collègues à moi qui en faisaient pas mal, donc je les accompagnais et tout ça. Et à l'époque, j'ai beaucoup tagué, quand j'étais petit et tout ça. Et ce qui m'a fait un jour, je sais pas si tu te rappelles de ça, ils faisaient les rencontres à Montbenon à l'époque. Tu te rappelles, les rencontres graffiti, les rencontres hip-hop, je sais plus comment ça s'appelait. Mais c'est déjà au début des années 90, ils faisaient ça. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font maintenant, la journée. Non, je crois pas. Je sais pas si ça débouche de ça, mais je sais qu'il y a déjà 20 ans en arrière, ils faisaient des rencontres où ils tissaient des toiles en plein ça me dit air. quelque chose. Tout à fait. Ils faisaient des graffitis et tout ça. Et il y avait déjà pas mal d'acteurs de renom. Parce que alors j'étais là depuis longtemps, mais je suis un jeune dans tout ça. Tu vois, il y avait déjà des gens au-dessus de moi, il y avait déjà une ou deux générations au-dessus de moi qui étaient déjà dans le truc à fond, et qui ont créé le truc, tu vois. Et donc moi j'étais vraiment un petit jeune. Et j'ai beaucoup tagué à Renan à l'époque, les lignes du bus et tous ces trucs-là. Ce qui a fait qu'un jour, c'était en 1994, je suis allé à cette rencontre à Montbenon.
Et là, bah, forcément, tu vois, on est peu, donc les gens ils te voient, ils savent pas qui t'es, ils demandent alors toi t'es qui, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que tu veux. Moi je dis, ah bah moi je suis tel et tel. Ah, c'est toi qui as fait toutes les lignes Ah, voilà, machin. Et ça a été introduit comme ça. Et j'ai rencontré à l'époque Sting, qui était un grand graffeur chez nous. Bien sûr, et William, qui s'appelait à l'époque, qui faisait aussi du rap et tout ça. Et j'ai rencontré ces deux personnes-là et qui m'ont donné de l'attention, on va dire, du crédit, voilà, parlons, voilà, t'es nouveau, faisons. Ok, ils ont été ouverts. Ils ont été tout à fait ouverts. C'était très très dur à l'époque parce qu'il fallait prouver, faire un truc, mais en même temps on est tous humains et tout. Il y en avait qui avaient aussi des. Et puis qui disaient bah pourquoi pas, il y a peut-être il y aura aussi des jeunes qui vont venir, qui vont faire le truc et ça va continuer ainsi. Donc ça c'était un peu mes premières aussi avec les gens du milieu. Parce que quand t'es tout seul, t'es là, tu vois comment ça se passe, mais comment aller, tu vois. Moi j'ai pas grandi directement avec tous les gens. Il y avait un pote avec moi, on était jeunes tous les deux, j'avais pas de grand frère, pas de trucs comme ça qui me poussaient dans le truc. Grave. Donc c'est d'autant plus dur où tu dois arriver et dire voilà moi je vais faire aussi quelque chose, regardez. Voilà. Donc voilà un peu les premiers. Et ton nom c'était déjà Mahen? C'était T1 à l'époque. Ok, c'est ça que t'as tagué en fait partout. On peut dire. C'était ça que j'avais tagué. Ça fait plus de 10 ans. De toute façon, il y a prescription. Donc, ah ok, d'accord. Donc, et donc, Graph, et au niveau du rap, c'est par le biais du centre de loisirs que t'as fait tes premiers trucs? Si on veut vraiment aller dans le détail, j'avais un parrain qui faisait déjà de la musique et qui a compris très tôt que j'étais intéressé à tout ça. Et il m'a dit écoute, moi je te propose, je sais plus, tu sais, t'as toujours un peu des carottes quand t'es gamin et tout ça. Enfin, il dit ah si tu fais des bonnes notes à l'école, j'en sais rien, tu vois, je sais plus exactement. Et il me disait écoute, moi j'ai la possibilité là où je vais acheter mon matériel, il me propose de prendre des platines, c'était des platines à l'époque à Courroie et tout ça, ça n'a rien à voir ta pièce, tu pouvais rien faire, tu vois. Mais ça, avec une petite table de mixage où tu pouvais sampler 7 secondes, tu vois. Ok. Excellent. Tu appuyais sur un bouton, ça samplait le truc qui passait, tu appuyais, ça se terminait, puis ça mettait en boucle. Et tu pouvais pitcher la boucle et tout ça. Ouais, excellent, tu vois. Donc ça, c'était, je crois que c'était en février 1994. Je crois que j'ai reçu ça, juste avant mon anniversaire. Donc t'as reçu ça? Ouais, j'ai reçu ça comme cadeau, je sais plus comment et tout ça. Je dis merci mon parrain, excellent. Ouais. Et parce qu'à l'époque des MK2 c'était impossible. Même tes darons ils avaient pas les thunes pour acheter des MK2. Il fallait aller les voler, c'est cher, délire. Et du coup j'ai eu ce truc là et moi ça m'a intéressé tout de suite. Je voulais pas être forcément le gars qui est devant et qui rappe et tout ça. Parce que tout le monde faisait ça déjà à l'époque. Moi je voulais, il fallait faire de la musique pour rapper et tout. Donc moi je me suis dit vas-y je vais m'occuper de ça. Donc j'ai commencé, j'ai pris des disques chez mes parents, samplé du Santana, des trucs comme ça. Puis mettre à l'époque, j'avais juste ce petit truc qui samplait juste de 7 secondes et je le mettais en boucle et je faisais partir un breakbeat dessus. À la base on faisait ça. Voilà. J'avais 12-13 ans, 13 ans et voilà avec ça. Et après le CRA, on montait un petit studio son avec un sampler, un émulateur à l'époque, c'était horrible. Et un Atari noir et blanc et tout, et voilà j'ai appris, il y avait un gars qui te montrait comment ça marchait. Il s'appelait comment? Michel? Non, c'était pas Michel. Je sais plus, il avait un nom. Oh là là, c'était un ouf, il avait une touffe de cheveux comme ça, lui qui fait le métal à fond et tout, il me détestait la vérité, mais il nous a bien montré, il nous a bien appris. Et voilà, après non, Michel c'était l'animateur. Ouais, c'est l'animateur Michel. Ouais, l'autre c'était exactement. Je sais plus comment il s'appelle. Ça remonte vraiment loin. Et voilà, le studio son, c'était toute une dinguerie là. Et c'est là que j'ai rencontré la plupart après des gens parce que c'était une plaque tournante un peu, tu vois. Et puis juste pour revenir au matériel que tu disais avant, celui que tu avais reçu, donc tu samplais la boucle en fait dans l'appareil et pour la batterie tu la mettais avec le breakbeat. Je mettais un breakbeat qui tournait la batterie et puis j'essayais de caler. Mais heureusement il y avait un petit pitch donc tu vois, c'était déjà un peu l'oreille, tu montais, tu descendais. C'est vraiment les premiers trucs, c'était dingue. Non mais c'est un petit sampler de. C'est terrible, c'est terrible. Et donc voilà, après donc tu passes au CRA comme pratiquement tous ceux de la région ouest lausannois. Apparemment, Sens Unique sont passés par là avant que ça s'appelle Sens Unique, Carlos, Just One, Nino. Voilà, mais ça c'est quelque chose que je pense que je vais explorer dans une autre émission. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a eu, tout le monde qui a passé là. Après, il y avait Keio qui était là, il y avait nous. Il y avait le groupe West Lausanne Sound. Et puis justement, il y avait vous, quoi, il y avait toi, mais toi, tu n'étais pas tout seul. À l'époque, j'étais pas tout seul. On avait un groupe qui s'appelait Masuka. On était 3. Et puis, tout à la base, j'avais un gars de ma classe. On avait un délire, ça s'appelait The Underground Reporter. Voilà. En 1994. Underground Reporter.
UND Posse. Tu sais que j'y avais pensé, après j'ai dit, oh, mais peut-être je confonds avec quelque chose d'autre. Non, c'est juste, c'était vraiment le premier truc, on était encore à l'école et tout Ok, ça. ok. On avait fait les 20 ans du CRA, ils avaient fait un concert et tout, le premier concert en 1994. En arrière, on avait fait le 24 heures, là, une page de 24 heures, tu vois, quand t'avais 14 ans, c'était excellent. Et mais ouais, en effet, donc le CRA, je sais même plus exactement. Mais, et donc, dans le groupe, il y avait qui? Il y avait qui dans le groupe? Alors, dans le groupe, on était 3, et à l'époque, donc j'avais un de mes collègues qui s'appelait Mensai et un autre qui s'appelait Yana. Mensai qui venait aussi de Renan, avec qui j'ai grandi. Yana qui venait de Romanel, avec qui on a connecté plus tard. Et on a fait notre groupe et on a avancé ensemble pendant plusieurs années. Ouais. D'accord. Ça, c'était Masuka. 94? Non, c'était peut-être un peu plus tard, disons 96, 97. Jusqu'à début 2000. Ouais, mais le CRA, c'était alors CRA, c'était 96, 97? Non, le CRA, j'ai commencé là-bas en 94. Ok. Mais à la base, voilà, on n'avait même pas forcément un groupe, un truc, tu vois. On a essayé d'apprendre à faire des beats et des trucs. Voilà. Et donc voilà, ça c'est vraiment les débuts. Et MXX. Ouais. Voilà, parce qu'après, au bout d'un moment, il y a MXX. Ouais. Comment, pourquoi, avec qui? Alors, c'est un truc de quartier. Moi, j'ai grandi à Renan, dans le quartier de Verdeau, dans les Hauts de Renan. Et j'avais un collègue à moi, qu'on se retrouvait toujours, tu sais, au terrain de foot à Verdeau, comme ça. Voilà, il y a les bancs, les parcs, on chill, on fait ça. Et j'avais un ami à moi qui faisait du graffiti, justement, qui aimait beaucoup, qui s'appelle Nash. Voilà. Et en 1999, un jour, j'arrive au parc comme ça, et je vois sur les bancs tagué MXX. Je me dis merde, c'est quoi ces 3 lettres, ça tue. Et tu vois, à l'époque, 3 lettres, ça voulait dire quelque chose. Ouais. Donc je me suis retourné la tête, j'avais la honte de lui demander, mais ça veut dire quoi MXX? Je me suis dit, moi je vais trouver, qu'est-ce qu'il a pu trouver derrière là-dedans? J'ai pas trouvé. Je me suis dit, je sais pas. Je me suis dit, ouais mec, c'est quoi? Il me dit, mec, c'est notre nouveau truc. Je dis, ah ouais. Il dit, MXX, réfléchis, c'est quoi? Chiffre romain. Je dis merde, ça veut dire 1020. Ok, ça tue complètement. Vas-y, on garde ça. On était des gars de Renan, tu vois. On s'est dit, ouais, une petite équipe de là-bas. Lui, il fait du graphe, lui, il fait les DJ. Moi, je fais de la musique, machin. On avait encore 2-3 personnes qui gravitaient autour de nous. On a dit, vas-y, on monte une équipe. On essaie de faire quelque chose. Et on a commencé à faire des petites soirées dans les bars à l'époque et tout. Tu vois, en 99 et tout. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés dans les clubs à faire des soirées, déjà en 2000 et tout. Voilà. Ça allait très très vite après. Ok, parce que c'est marrant que tu dis ça parce que moi je me souviens, alors je me souviens plus le moment précis, mais je me souviens que je t'avais demandé, ouais, puis c'est quoi le nom du groupe? Puis tu m'avais dit MXX, puis moi, voilà, au niveau chiffrement, j'arrive à dire jusqu'à 20, on va dire, mais après des KDM, des X, des trucs, tu vois, puis je pigeais pas, tu vois, et puis tu m'as dit, ouais, ça veut dire 1020 en chiffrement, puis j'étais là, ah ouais, ok. Et c'était inédit pour l'époque. Ouais. Maintenant, ça a l'air normal. Ouais, normal. Mais c'était inédit parce que c'est quand même. Moi, je trouve que c'est quand même fou ce truc de MXX parce que le mot ou l'expression MXX, à un moment donné, elle vous a même échappé en fait. Voilà. Parce que c'est deux. Ouais. Je voyais les petits à l'école, ils ont sur leur sac MXX. C'est devenu. Non, je peux expliquer justement l'histoire, ce qui s'est passé. C'est que dès donc, en 99-2000, comme ça, mon collègue travaillait chez pas un imprimeur, je sais plus comment on appelle, bref, donc il avait tout le matériel à disposition pour pouvoir faire des stickers à l'époque. Et il y avait un groupe qui s'appelait les PM Nation, tu te rappelles, à l'époque et tout ça. Ouais, mais PM, des ricains, non? Non, de PM. Hard Rock à l'époque. Ah, c'était le groupe Hard Rock. Ouais, okay. Et encore, tu vois, ça remonte de loin. Je crois, sauf erreur, je vais pas dire des bêtises, mais il me semble toute cette équipe là et tout. Je sais même plus, non, je sais même pas si Hard Rock était dedans. Je vais pas dire des bêtises, je sais plus. Mais il y avait les PM et on voyait leurs stickers partout. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ah, partout dans la ville. Ça s'est bloqué dans mon cerveau, ça. Non, nous, comme on avait la possibilité d'en faire, on en a tiré des centaines de milliers de stickers. Je te promets, c'était une dinguerie. On en avait tout le temps sur nous et on les collait partout. À un moment donné, on allait même acheter des petites gommes rondes, jaunes chez les. Et on taguait MXX dessus, on les collait partout. Ces trucs, voilà. Ça a rendu fou. C'était notre manière à nous de se. Voilà, c'était plus le tag, c'était du sticker. C'était aussi une bonne voilà. Et au bout d'un moment, on a eu des problèmes avec la police. Ils ont dit ouais, une fois il y en a un qui s'est fait choper avec des stickers, il a dit ah mais c'est vous qui collez ça partout. Ah non et tout ça. On a dû trouver un peu une parade.
Et nous, notre parade, c'était, mais c'est pas, MXX, c'est pas un groupe, c'est pas nous, MXX, c'est la ville de Renan. Donc tous les jeunes de Renan sont susceptibles de. Et on a eu un peu peur, toi, quand t'es jeune et tout ça, de se dire, ah, mais si on doit commencer à payer des amendes pour des trucs, et nous, c'est juste un kiff et tout ça. On a dit, mais dites à tout le monde MXX à Renan, dites à vos petits frères, tu vois, de notre équipe et tout ça, mettez MXX sur les stickers, tout ça, représentons la ville à fond. Et c'est devenu quelque chose pour la ville. Après, c'est pas forcément parce qu'on l'a dit. Prenez le truc, dites que c'est vous, et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Mais c'était une manière de que ça soit plus palpable, qu'on puisse plus arriver sur quelque chose, dire oui, maintenant vous. Voilà. MXX, c'est 3 et après, personnes. à ce moment-là, ça nous a échappé, on a dit, bah voilà, MXX, c'est Renan. D'accord, mais c'est quand même venu alors de votre initiative. Complètement. Ah, ok, tu vois, ça je savais pas, tu vois, mais je trouvais ça fort que j'ai dit, putain, c'est incroyable. Une fois, je sais qu'une fois, je t'en avais parlé, mais bon, on a parlé tellement de fois, mais. Que ce truc, j'ai dit, mais c'est incroyable parce que le nom de ton groupe, maintenant, il est devenu une institution, quoi, en fait, MXX. On a vu d'ailleurs des problèmes avec la commune de Renan, qui faisait un festival à l'époque et qui s'appelait Festimix. Mais je crois que ça existe toujours. Ouais, certainement. Puis ils ont mis les 2X pour. Une fois, ils ont mis et moi, je suis allé quand même, tu vois, dire, mais écoutez, nous, en plus, on ne joue pas, on n'a rien à voir avec le festival. Je comprends que non, MXX, ça veut dire 1020 en chiffrement, mais quand même, c'est notre identité. Et c'est là que ça devenait compliqué. Parce que nous, à un moment donné, on a dit non, c'est l'identité d'une ville, plus seulement la nôtre. Maintenant, il fallait se rejustifier et dire non, quand même, c'est quand même à la base de notre identité. Et ça a été dur, il a fallu se battre un peu, dire oui, mais quand même, c'est quelque chose qui nous représente. Nous, quand on dit MXX, on va aussi penser, tous les gens qui sont dans le truc, ils vont penser à nous directement aussi, les acteurs du. Voilà. Voilà, c'était ça. Donc, en effet, mais ça nous a échappé à un moment donné, c'est devenu trop grand. Mais maintenant, à l'heure actuelle, ils ont toujours le avec les 2X ou non? Je sais pas. En tout cas, nous, on a fait changer les logos à l'époque. Ah, ok. Ouais, ça avait créé un peu des problèmes. D'accord, ok. Mais voilà, en tout cas, moi je trouvais que c'était même un bon truc quand je voyais, je te dis, les enfants à l'école, MXX. C'est ça, mais en plus, c'est devenu une fierté d'identité, tu vois. C'est cool, vraiment, c'est quoi de mieux, tu vois, au final. Ouais, mortel, vraiment. Après, c'est dur de se détacher, dire ouais, même. Puis il y a toujours ton truc d'ego, tu dis ouais, mais quand même, on a créé quelque chose, maintenant il nous échappe. Mais au final, mec, tu vois, on vient tous de Renan, ça aurait pu être toi qui étais là, assis sur le banc avec moi en train de faire. Donc pourquoi pas, c'est cool, tu vois ce que je veux dire. Ça t'est arrivé déjà pas de le revendiquer, mais une fois d'avoir une petite discussion avec tu sais que MXX, c'est moi qui ai inventé. T'es arrivé ou bien même pas? C'était Nash qui a inventé. Ah voilà, c'est Nash qui est arrivé avec le. Et peut-être, oui, on a eu à un moment donné dire. Quand ça nous échappait un peu, essayer de redire non mais attendez, quand même, tu vois, on a une structure, c'est nous, on fait des choses. Et surtout qu'on a amené MXX en dehors des frontières de Renan, tu vois. Après tu peux dire MXX, peut-être en France, en Suisse allemande, les gens ils savent que c'est nous, c'est un groupe de rap qui vient de Renan. Et grave. Donc il y avait quand même cette identité-là. Après au niveau populaire, si on veut bien, tu te fonds dans le truc. Bien sûr. MXX, ça vous avez repris le nom de Renan. Non, si tu veux bien, c'est Renan Cabaret. C'est le contraire, grave. Mais bon, ça fait rien, c'est pas grave. Mais c'est mortel. Et donc, dans les membres originaux, il y avait Nash, Mensai aussi. Il y avait Yena, donc mon groupe Masuka à la base. J'avais un DJ qui était plus âgé que nous à ce moment-là, qui commençait un peu la prod, qui s'appelait Ernest, et avec qui j'ai beaucoup fait. On a fait nos premières armes de studio et tout ça, j'ai fait beaucoup avec lui. Il fait plutôt de la house, lui, non? Lui, il venait de la house, justement. Et puis, on avait cette fraîcheur du rap et tout ça. Il aimait beaucoup le rap, mais comme il était un peu plus âgé, et moi, les gens de mon époque, qui étaient les anciens, entre guillemets, qui avaient une génération de plus, il y en avait beaucoup qui étaient partis dans la house. C'était le début de la house music et tout ça, ça marchait bien. Et il y a beaucoup de gens du rap qui sont allés dans la house. Il y avait un petit... Et donc, lui, il était là-dedans à fond. Et il s'est mis petit à petit à la production, parce que moi j'avais déjà le matériel, tu vois, j'ai commencé à travailler très tôt. Donc moi mon but c'était d'acheter du matériel, tu vois. Dès le début, j'habitais encore chez mes parents, donc tout ce que j'avais je le mettais de côté, tac, j'ai acheté un sampler, un Atari, un machin, et on faisait du son. Et donc lui il est venu avec moi, on s'est posé, on a fait pas mal de sons ensemble, et c'était un peu l'équipe originale. On avait encore d'autres personnes, bref, qui étaient dans l'équipe, on était, je sais plus, 6 ou 7 comme ça. Et on avait chacun des petites tâches à faire. C'était bien foutu. C'était bien structuré. Assez bien structuré. C'est vrai que vous avez. C'était. Dès le début, on s'est dit qu'il faut être discipliné, on essaie de faire les choses. On avait de la chance d'avoir des gens qui parlent bien, qui étaient un peu plus vieux. Moi, j'avais un ami qui s'est vite mis avec nous, qui a vu un peu peut-être le potentiel, qui est un tout petit peu plus âgé que nous.
Et que lui a dit, bah, je vais prendre les choses en main, on va essayer de faire des soirées, parce qu'on faisait déjà des soirées dans des bars, ça marchait très très bien. À l'époque, il y avait du monde qui venait et tout ça. On a dit, mais essayons d'aller voir les clubs. Ça a marché, à l'époque, il y avait le Cult qui nous a donné la possibilité de faire des soirées là-bas. Et on a fait des soirées de dingue, mais vraiment blindées, tout ça. Et on avait 20 ans, tu vois, ça marchait de ouf. Donc on a eu du crédit par rapport à ça. Donc c'était bien structuré, ça marchait bien, c'était cool. Et ça, c'était à peu près à l'époque où vous aviez c'était votre premier studio à Renan. Ouais, exactement. Ouais. On l'a eu... troisième sous-sol. Troisième sous-sol. Ouais. Bon, on l'a eu à peu près par là, en 99, je crois, jusqu'en 2007 ou 2008. Hein, tu vois, ça a duré, ok, presque 10 ans. Je me souviens bien. Et donc, aussi par rapport à toute cette période-là, il y a eu les MXX Street Selection volume 1 et 2. Voilà. 2 volumes. Ouais. Il y a eu les WhatsApp Mixtape. Il y a eu 2 volumes aussi. Ou il y a eu 3 volumes. Ah, il y a eu 4 volumes. Des WhatsApp ah ouais, grave, ok. Ah ouais, j'ai loupé une coche en fait. Puis il y a eu, après, je crois que c'est ça, vous étiez déjà sur Lausanne quand il y a eu l'album MXX de Swiss Games, ça. Exactement. Vous étiez déjà sur Lausanne. Juste la différence qu'il y avait entre les MXX Street Selection et les WhatsApp Mixtape, en gros. La différence, c'est quoi? MXX, c'était MXX, vraiment. C'était nous, c'était notre travail. C'était des compilations de producteurs qui invitent des rappeurs dessus et qui sortent leur musique. Ok. Il y a eu aussi une MXX Street Selection, enfin volume 0. C'était un CD rose qu'on avait sorti gratuitement et c'était une première à l'époque. Parce que moi je cherchais déjà à signer mes projets d'après, j'allais voir un peu les maisons de disques et tout ça. Et on arrivait avec ce projet de CD gratuit, donc nous on avait dépensé 2000 francs pour presser 1000 CD qu'on avait donné gratuitement. Et tu vois, je crois que c'était en 2003, ça n'existait pas de donner des CD gratuitement et tout ça, ça coûtait cher et tout ça. Et on a eu beaucoup de gens, tu sais, c'était le début où on a cassé le truc vraiment. On a dit, maintenant c'est gratuit, tu vois. Et les maisons de disques que j'allais voir, j'avais signé un autre projet, donc le MXX Street Selection avec les artistes américains et tout ça, ils me disaient, ouais, mais ok, ça c'est bien, mais c'est votre projet là et tout ça. Ça c'est pas bien, ça casse le marché, donner gratuit des CD, faut pas et tout ça. Ben, voilà, tu vois, c'était des prémices de. Après il y a eu les mixtapes, les trucs, c'est arrivé à l'appel, tu vois. En fait, vous étiez un peu précurseur. On était un peu dans ce délire là, on voyait peut-être ça se faisait déjà un peu au state, au machin. On s'est dit, vas-y, on a trop de morceaux, on les donne gratuits. Et comme ça, les gens, le CD qu'on va sortir après, il y aura déjà en plus 2-3 petits clins d'œil dans le CD 0. Peut-être ça va donner envie d'acheter, c'est une bonne carte de visite. Et on l'a fait, et en effet, ça avait trop parlé à l'époque. Mais le 0, c'est le CD qui était blanc avec les dessins roses. Ouais, exactement. C'est celui-là. Exactement. Ok, je l'ai, celui-là. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que dans le Street Selection Volume 2, alors je sais plus si dans le 1 aussi, mais dans le Volume 2, c'était assez impressionnant parce que là, tu avais Masta Ace. Buckshot, Black Moon. C'est un truc de ouf, Zoxy. Musique rap, musique que j'aime. C'est ça, gars. Ouais. Et il faut dire que c'était une vraie compilation, sous-entendu que tout le monde s'est rencontré à notre studio à Renan, ou alors si on était à Zurich, dans un studio à Zurich, mais on était tous là, tous ensemble, à écrire le morceau ensemble, à créer ensemble. Ça s'est senti sur les morceaux, hein, du reste sur les morceaux, ça s'est senti que c'était des vrais morceaux, quoi. Pas des acapellas, un peu truc, machin. Et c'était assez impressionnant. C'était impressionnant parce qu'en plus les morceaux, ils tuaient. Après, je vais te dire, après il y a 2 morceaux, un morceau qui m'a bien marqué là, un autre après sur un autre projet. Mais ce que je voulais te dire par là, par rapport à ça, dans le volume 2, on doit en parler aussi, si j'ai bien fait mes calculs, il y a la première apparition de J-Phase. Exactement. Voilà, J-Phase, comment... Je voulais faire une petite parenthèse parce que je crois que tous ceux qui ont collaboré avec lui ou qui ont entendu des choses de lui, tout le monde note que le gars il est très très fort. Très fort. Très fort. Tu vois qu'il est au-dessus, quoi. Tu vois, il fait partie de ces gars qui sont un peu au-dessus. Et il est bon, mais il faut dire, c'est un bosseur. Le gars, il bosse tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Quand il rentre en travail aussi, on a tous des petits jobs à côté, peut-être pas à 100%, mais en fait, on a tous quelque chose. Quand tu rentres à la maison, tu l'appelles, il est sur son ordinateur, il arrive au studio, il est sur son ordinateur, il repart le soir, il est sur son ordinateur, et il compose tout le temps. Et c'est ça aussi, il faut que les gens y comprennent qu'il n'y a rien sans. Il n'y a pas de secret, quoi. Le secret, c'est bon, bien sûr. Il a des, tu vois,
Mais il y a aussi le taf de malade sur. Ah ouais. S'il y a un truc qui sort, il y en avait 100 derrière. Bien sûr. Et toi, justement, quand tu as commencé, tu as tout de suite vu qu'il y avait une patte. C'est cool de parler de ça parce qu'en effet, donc il y a eu tout ce passage au début des années 2000 où on a fait ces premiers trucs et tout. Et on a fait donc énormément de soirées. À l'époque, on faisait des soirées à la Tony Mokorai à Zurich. C'était un immense club. Et ils nous ont donné, tu sais, c'est le début d'Internet. Il y avait pas encore les MySpace et tous ces trucs, mais on avait déjà tous des emails. Et je sais pas, je sais plus si c'était MySpace ou quoi, mais j'ai dû tomber sur l'adresse de Masta Ace à l'époque. C'était le tout premier qui a fait que ça a commencé. Et je me suis dit, ok, on va rentrer en contact avec lui. J'avais une amie qui était américaine, qui nous a beaucoup aidé à cette époque. J'ai dit, mais est-ce que tu es d'accord de l'appeler? Moi, je te dis quoi, comment et tout. Il m'a donné son numéro de téléphone et tout. Moi, je me sentais pas, tu vois, j'avais 22 ans comme ça. Elle l'a appelé. Au State. Au States. Donc lui était là-bas. Complètement ouvert, lui était déjà indépendant, complètement ouvert de venir en Europe faire des trucs et tout. Et on a fait le concert, je lui ai proposé de venir faire un concert en Suisse unique. Et puis en même temps, ce week-end-là, de rester le week-end et de faire un morceau en studio avec nous et tout ça. Il a dit, ok, on fait ça. Donc nous, on a fait Masta Ace et en fait, ça faisait peut-être 5 ou 6 ans que Masta Ace n'était pas venu en Suisse ou en Europe. Donc quand on a fait cette date-là, on a rempli le club à Zurich. Et moi, j'avais un pote à Zurich qui d'ailleurs aujourd'hui continue, il s'appelle MOS Music, il fait beaucoup dans les festivals et tout ça, il book toujours des artistes. Tu vois, depuis ce jour-là, ce premier jour, on a fait quelque chose ensemble, où il a appelé lui, parce qu'il habite à Zurich, il a appelé le club, il a trouvé maintenant il a continué, nous on a continué dans la musique, lui il a continué dans le booking, et c'est aussi devenu quelqu'un, tu vois, il a toujours il est dans la place, dans le truc. Ouais. Et à cette époque-là, donc on a fait Masta Ace, ça s'est très bien passé. Le club nous a dit ok, on vous donne un contrat pour une année pour faire des soirées là-bas. Et nous on a vite compris le délire, on fait venir des Américains, on leur propose un truc comme ça. On gagne, si ça marche bien, on gagne un peu de sous. C'était jamais des trucs incroyables, mais ça nous permettait de dire écoute, avec ces petits sous qu'on a gagnés, nous on te fait venir en studio, on te donne un petit cachet et tu poses un studio, on fait une compilation, un truc, on aimerait te faire poser avec un rappeur français. Et à l'inverse, quand on appelait le rappeur français, on dit écoute, là on aura Masta Ace, est-ce que tu es d'accord de faire un morceau? Mais bien sûr, tu vois, c'était une dinguerie à l'époque, on se rend compte et tout ça. Et Jeffez est arrivé dans le processus, donc tout ça c'était là pour expliquer comment on en est arrivé à faire ces morceaux-là. Jeffez est arrivé dans le processus parce que donc lui il commençait à faire de la musique dans son coin, à être producteur. Et moi dans mon groupe, j'ai eu un autre groupe après qui s'appelait MXX Dream Team. Et j'avais donc deux rappeurs, Nox et Mytem à l'époque. Et Mytem connaissait très bien Jonas et c'est lui qui me l'a présenté. D'accord, c'est par le biais de Mytem. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que lui c'était un grand fan de Dipset. Et moi aussi, j'étais un grand fan de Dipset, ça devait être 2003, je pense. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui aimaient Dipset. Ouais, parce que c'était spécial, c'était long, c'était des faux, habillés en rose et tout. Mais quand on s'est retrouvés, toi tu kiffes Dipset, moi aussi tu fais des instrus, non, fais écouter, non. Et là on a dit ok vas-y, il y a quelque chose à faire, faisons quelque chose. Et au fur et à mesure, lui il venait parce qu'on avait une structure, donc lui ça lui apportait aussi, il commençait, tu vois vraiment. Et nous on kiffait ce qu'il faisait, donc on s'est dit vas-y. Il a d'abord incorporé mon groupe, MXX Dream Team à l'époque, il faisait les beats de notre groupe. Et après j'ai dit écoute, tu sors un projet, il y a des Américains, des machins, vas-y, on fait le truc, on fait l'équipe. Ok, il a dit mortel et c'est devenu MXX, celle qu'on a connue après par la suite avec plusieurs rappeurs et tout ça. Et nous on était les deux beatmakers. Et ce qui était bien, c'est que là, à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui faisait des beats, c'était plus moi. Donc j'ai pu me concentrer sur d'autres choses. Et moi je me suis mis à rapper, à faire beaucoup plus de rap. Et c'est de là qu'on est venu d'en faire un album. Ok. Ça c'était un peu l'histoire de comment on s'est rencontrés. Ok. En tout cas, voilà, je trouvais que c'était important d'en parler parce que voilà, c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer. Et puis que ça marche et qu'on est toujours là 10 ans après. Grave. Ensuite, quand il y a eu MXX de Swiss Game sur cet album, où là vous êtes vraiment tous là. Là il y a vraiment tout le monde. Tout le monde. Il y a eu il y a un morceau qui a fait une controverse. Lettre à Guillaume Tell. J'ai découvert son prix en entendant les mots de Blocher. Tu peux nous expliquer un peu, pour les gens qui ne savent pas en fait, un peu qu'est-ce qui s'était passé avec ce track. Par rapport, peut-être pas le track, je crois que c'est le clip en fait qui a un peu dérangé. Ouais, c'était pas vraiment, c'est là que tu vois après. Tu vois. En effet, j'avais un des rappeurs de mon équipe qui s'appelle Femi Fox qui m'a dit écoute, j'ai une idée de morceau, moi j'aimerais écrire une lettre à la Suisse.
Et puis il me dit est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose ensemble, parce qu'on s'entendait bien à l'époque dans le rap et tout, donc on faisait pas mal de trucs ensemble. Il me dit t'es d'accord de... Je dis bah écoute, ouais, t'écris une lettre à la Suisse, bah moi je vais faire la Suisse qui te répond. Vas-y, on fait ça. Le concept cool. il tue. Ouais, concept ça tue. Ouais, concept il tue. Il dit ouais, j'ai vraiment des choses à dire en tant que noir ici qui a grandi en Suisse et tout ça. Pourtant, alors voilà, nous on l'a pas fait souvent parce qu'on n'était pas des rappeurs politiques, tu vois, c'était pas trop notre concept. Mais là on s'est dit vas-y, on va le faire une fois. Et vu qu'il y avait un vrai message, une vraie composition par rapport au morceau, parce que tout le monde s'est réuni. Il y a eu Armel qui est un pianiste, Yena qui était un des rappeurs avec moi à l'époque, qui est un excellent pianiste. Il a émis le souhait de dire bah écoute, c'est Yena qui va nous faire créer la mélodie de piano et nous on va rapper simplement sur un piano. Et après de là, on a développé le truc, Jay a fait de l'arrangement, c'est devenu beaucoup plus orchestral et tout ça, et on a développé le truc. On s'est dit ok, il y a quelque chose à faire, on n'a jamais été voir des aides pour avoir des thunes. On s'est toujours débrouillé, même quand depuis 15 ans, on a acheté nous-mêmes nos trucs, on a fait nous-mêmes, mis nos sous. On s'est dit, mais peut-être une fois, on va les voir. Tu vois, on sait jamais, on se plaint toujours, mais peut-être que voilà. Et en effet, on a constitué un dossier. On allait voir à l'époque, c'était le canton de Vaud, et ils avaient un département pour le racisme, la lutte contre le racisme. Et on leur a expliqué le projet. Et ce qui s'est passé, c'est que donc eux, ils nous ont donné un budget de un peu moins de 10 000 francs pour réaliser un clip. Donc nous on a voulu en faire un court métrage, toute une histoire, faire un vrai truc, dépenser ses sous pour vraiment faire le truc. Et le problème c'est que comme c'est de l'argent du canton, si on veut bien c'est le contribuable qui paye avec ses impôts, et dans les contribuables, il y a des gens de tous les partis politiques. Donc eux, si tu veux bien, on a eu des problèmes avec l'UDC parce qu'on est rentré un peu dans le cadre de l'UDC par rapport à la manière dont eux ils présentaient les choses. Et ça leur a déplu parce qu'ils ont dit qu'au final on a utilisé aussi l'argent. Leur argent aussi à eux, parce qu'il y avait aussi des membres de l'UDC qui payent leurs impôts, donc ce que le canton nous a versé, donc c'était pas juste. Donc je comprends le point de vue tout à fait, et donc on a dû faire les choses un peu différemment, on a beaucoup discuté avec le canton à l'époque et tout, et ça s'est très bien passé au final. Tu sais, ils ont voulu nous faire des débats ouverts, télévisés, tu vois, on aurait pu vraiment profiter d'essayer de faire. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas les armes pour, tu vois, il aurait fallu un porte-parole et quelque chose. Et moi, je sais très bien, quand tu as moins de 30 piges, t'es pas encore, tu vois. Ça aurait été un peu compliqué, en fait. Ça aurait été un peu trop compliqué. Voilà, ils ont des armes, eux, ils sont faits pour ça, pour parler en public. Pour descendre les autres, tu vois, comment c'est la politique. Et nous, on n'avait pas les armes pour se mesurer à ça. Et même si tu réfléchis en termes d'exposition et tout ça, ça vaut pas la peine de se griller. Tu vois, on est un petit pays, on est un truc. Moi, je suis pas du tout politique, j'ai pas mon avis à donner autrement. C'était pas votre combat, en fait. C'était pas notre combat. Ou au pire, il aurait fallu avoir un porte-parole qui est proche de nous, qui comprend ce qu'on a envie de dire, le message qu'on a envie de sortir. Et le pire, c'est que ça a été vraiment mal vu. Au final, on a reçu tu vois, on est venu contre nous, alors que c'était un message positif à la base, tu vois, de réunir. Et là, tu vois, donc c'est là que tu vois vraiment voilà, donc on a été confronté à ça, en effet, C'était un petit passage, voilà. Et ensuite, par rapport, bon, là, il y a eu tout, justement, les street selections, les WhatsApp mixtapes, l'album, etc. Avec tout ce parcours-là, en fait, je sais pas si tu arrives à me sortir, toi, quelle est la prod que toi, tu as fait et que tu es le plus fier? De tous les trucs, hein, même Hamid que tu as filé pour quelqu'un, ou etc. Mais il y a une prod vraiment que tu dis, celle-là, franchement, même je la réécoute aujourd'hui. Il y en a quelques-unes, Un morceau que j'aime énormément, c'était un rappeur allemand qui s'appelle Manilio. À l'époque, il commençait à avoir un gaz et nous, on était connectés avec lui beaucoup. J'avais un autre rappeur qui d'ailleurs a fait beaucoup pour moi en Suisse, qui m'a présenté à tous les artistes suisses allemands au début en tant que beatmaker excellent de Lausanne et tout ça. Donc j'ai été excellemment bien introduit par le rappeur Grace, le Bernois. Et lui m'avait présenté Manilio. Il était en plein sur son album, il faisait déjà des mixtapes avant l'album. Ça marchait très très bien pour lui en Suisse allemande. Et lui, il était aussi dans ses délires de deep set et tout ça. Donc on s'est retrouvés. Et j'avais fait un morceau pour lui qui s'appelle Rockstar. Mais qui n'est pas sorti dans un album, qui est sorti dans sa dernière mixtape avant l'album, et que je trouve excellent. C'était avec une grosse prod rock et tout ça. Il a fait le morceau lourd. D'accord. Et ça, voilà, par exemple, c'est des trucs. Après, dans les morceaux dans ce qu'on a fait nous, j'ai une préférence particulière pour le morceau de Zoxy et Masta Ace, Live for Hip Hop. J'allais t'en parler. Hey yo, it's M.A. from Brownsville, clutch your girl. Before I leave this game, I'ma touch the world.
C'était le premier morceau de notre compilation. C'est la première fois que j'avais dans mon studio avec qui j'allais travailler, avec un artiste américain, Zoxy, c'était une dinguerie. Hein. Pour moi à l'époque, c'était les sages poètes de la rue, c'était complètement incroyable. Bien sûr. Les avoir ensemble, et en plus ça s'est pas fait en un après-midi. Ils sont restés 3 jours les deux. Donc pendant 3 jours on était à Renan, tu vois, on allait bouffer ensemble, on rentrait dormir, on revenait le lendemain au studio, et ça s'est fait sur plusieurs jours. Donc tout ça c'était complet. Ça et le morceau en lui-même, et en plus qu'on a fait passer les prods direct, moi ça il l'a dit. Cette prod-là, j'étais fier, c'était mortel et tout. Putain. Alors ça, en effet, c'est des trucs, pas forcément le résultat musical directement, bien que j'ai kiffé le morceau, mais tout ce qui va autour et tout ça, c'était complètement... Ouais, il y a tout en ce moment, mais... Ça, on rêvait quand on était petit, on était avec bien les sûr, gars non, mais là, c'est incroyable, c'est incroyable. Et au niveau du est-ce qu'il y a un couplet, un rap, un texte aussi que tu dis, ouais, là... J'ai fait un bon truc, un bon taf. De moi-même. Certainement, mais c'est des morceaux qui sont pas sortis. Ah, qu'on n'entendra jamais. En fait. Ouais, certainement jamais. Je dois avoir, je sais pas, des cinquantaines de titres qui datent, tu vois. Ouais. Parce que j'ai rappé énormément et j'ai enregistré énormément de trucs. Je me disais même, je vais partir dans les trucs solo, faire plein de trucs. Mais bon, au final, la vie fait que tout ça. Et moi, j'étais plus un artiste de groupe, tu vois. Ça me pétait les couilles d'aller assumer ton travail et dire ouais maintenant je vais faire pour un, je préférais le groupe, le délire d'être en groupe et d'arriver, tu vois, d'avoir cet esprit-là. Mettre en avant un groupe. Ouais, donc je me suis dit laisse tomber. Donc il y a plein de morceaux et il y a 2-3 où je suis méga fier de mes couplets. J'aimerais juste les... donc il y a des pépites. Il y a 2-3 pépites. Sinon dans ce qu'on a fait, moi j'aimais bien toute la période MXX Dream Team. Rap monotone, monocorde, sans vie écrit comme un mois d'octobre. Parce qu'on était dans le truc, tu vois, c'est comme les jeunes de maintenant qui cartonnent, tu vois, on était là, ils sont dans le truc, maintenant on était pile à la période, il y a tout calait, le son, les instrus qu'on choisissait, les flows qu'on prenait, l'alchimie qu'on avait entre nous quand on était sur scène, tout fonctionnait bien, donc ces moments-là tu les kiffes et tu es capable de sortir le meilleur de toi-même. Bien sûr. Et vu qu'on avait, tu sais, on a toujours été dans la compétitivité, mais jamais dans la concurrence. Ok. Tu comprends la nuance? Ouais, bien sûr, bien sûr. Se dire à l'autre il fait bien, je vais aussi faire mieux, mais pas pour être le meilleur, pour qu'on en sorte un truc mieux. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui confondent concurrence et c'est vrai. compétition. C'est vrai. Il y a une légère différence. Et nous on était plus dans ce délire là, donc ça te force à donner le meilleur. Bien sûr, parce que tu es en studio et que voilà, tu as purée, le couplet qu'il a fait, attends, je vais faire, pression, mais t'es content en même temps parce que c'est ton gars, tu vois comment. Exactement. Et ça c'est cool aussi. Ça c'est des trucs, t'arrives en pression, tu savais quand t'avais un texte de malade. Bien sûr. Tu faisais, tu regardais les autres, ils repartaient, tu disais c'est bon. À fond. Mais c'est comme ça aussi que tu évolues en fait, c'est que si autour de toi il y a des bons et puis que tu deviens bon et tout le monde devient de plus en plus fort et ça c'est très important. C'était vraiment cette alchimie. C'est très important. Il y a un titre aussi qui est excellent, c'est Juste y croire qu'on avait enregistré avec Yana et Déborah de Sens Unique. Ouais. J'adorais mon couplet, c'était vraiment, j'aimais le morceau, tout ce qu'il représentait et tout. Et il a énormément tourné, ça a beaucoup marché, il y a des gens qui m'ont parlé de ça partout. Bien sûr, ouais. C'est incroyable. Donc aussi le fait d'avoir Déborah qui avait quand même un petit gaz à l'époque, nous a permis aussi de faire un pas et tout ça. Donc ça c'est d'excellents souvenirs. C'est un gros featuring quand même. C'était un gros featuring pour nous à l'époque. Vraiment, hein. En plus vous aviez fait le clip. Mais quoi qu'il arrive, lâche pas prise, tiens-toi droit, tiens-toi droit. On avait fait un clip, noir et blanc. C'était les clips, tu sais, à l'époque, nous on avait, tu sais, ça coûtait 6000 balles de faire un clip. On avait des caméras de malade avec des pieds, des trucs. Tu sais, il n'y a pas de réflexe et tout ça. C'est clair. C'est des souvenirs de dingue. On a passé par ces trucs-là, quoi. Ouais, quand même. Ouais. Je pense que vous avez été un peu la dernière génération qui a encore, entre guillemets, on va pas dire, galéré, on va dire. Après, il y a d'autres galères maintenant, hein, voilà, évidemment. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'avant, tu vois, mais peut-être la dernière génération un peu qui a beaucoup bricolé, en fait. Tu vois, après, maintenant, c'est... Parce qu'on était cette génération-là qui commençait à comprendre qu'on n'avait pas forcément besoin d'une structure, d'une maison de disques, des gens qui savent du métier. On peut le faire nous-mêmes, tu vois. On commençait à comprendre ça, donc tu fais avec ce que tu as autour. Bien sûr. Bien sûr, et puis des fois, il y avait des prix exorbitants, quoi, parce que... C'était des dingueries. Même de mixer un morceau. Mixer un morceau. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, on a appris nous-mêmes. Tu te dis, dépenser à coût de 500 balles pour un mix, t'as 20 titres, c'est pas viable. Donc, à un bout d'un moment, tu fais toi-même, t'apprends, et puis sur le tas, puis 10 ans après, tu fais toi ça pour les autres.
Grave, grave. Et c'est vrai que si tu étais obligé après au bout d'un moment de faire les trucs toi-même. Voilà, c'est après, ça, toi, c'est ça le hip-hop qui est. Tu Ouais, vois, ouais. ça t'étais obligé de. Voilà. Moi j'ai appris ça en tout cas. De Bien dire, sûr. ouais, vas-y, débrouille-toi et fais les choses. Tu vois. bien sûr. Il y avait encore ce côté culture qui fait que. Bien sûr, et puis le hip-hop, ouais, c'est faire avec ce que tu as. Avec ce que t'as autour. Avec ce que tu as. Et puis toi, en plus, toi, t'es une de ces personnes, parce qu'il n'y a pas tout le monde, hein, qui peut faire un instru, qui peut rapper, qui peut s'enregistrer, qui peut se mixer. Il y a d'autres. On a une autre personne dans la pièce ici. Hein, qui fait ça, exactement. Argo aussi, lui, c'est exactement. aussi quelqu'un. Voilà, vous deux, vous pouvez être dans un studio un soir, vous ressortez le lendemain, il y a un morceau, quoi. Il y a un morceau fini, mais tout. En étant tout seul. Tu vois. Et ça, par exemple, moi, je suis Mais si t'as incapable. une petite. Après, c'est le fait d'aller aussi, de se bouger, de se dire voilà. Parce que je suis sûr que si t'as c'est de la créativité. Bien si sûr. ton esprit il est là, tu bricoles. Si tu sais pas faire exactement, tu bricoles. Moi j'ai Bien sûr. bricolé au début, Bien sûr, tout le bien monde sûr. là, tu vois. Ah ouais. Et je crois que tout le monde doit pouvoir être capable de. L'esprit créatif, il n'y a aucune limite. Tu peux pas dire ça. Soulever une voiture, ok, lui il est plus fort, il a des plus gros bras, ça se voit physiquement, c'est comme ça, c'est palpable. Ouais. Mais la créativité, c'est pas palpable, c'est des choses. On devrait tous être capables de Bien pouvoir sûr. faire un truc. Après, moi, les ordinateurs, des fois, les gars rigolent. Jay me dit, mais je comprends pas. Non, je comprends pas. Tu vois, parce qu'il y en a qui sont doués pour. Mais ça ne change pas que tu es capable de sortir quelque chose. Même, Bien sûr. Voilà. Peut-être aussi l'envie. L'envie. Te dit non, mais attends, là, le truc, je vais le résoudre parce que. Et moi, je vais j'étais arriver au souvent but. dans le truc de se dire, ah ben, là, on n'a pas ça, qu'est-ce qui manque? Ben, je vais le faire. Voilà. Ah ouais. Parce qu'il nous faut ça, donc voilà, on n'a pas. Donc c'était aussi ça, de se dire, vas-y, on se débrouille, on fait. Tu vois. Et Grave. quand quelqu'un a repris la place, ben, par exemple, faisait les beats, après j'ai arrivé, tac, je peux passer à autre chose, et ainsi de suite. Tu vois. Ouais. C'était cool, ça m'a. Parce que la culture a appris beaucoup. C'était ça, essaye de tout faire, sache. Tout à fait. Ouais. Ah, terrible. Maintenant qu'on en sait déjà un peu plus sur ton parcours MXX, parce que voilà, tout le monde connaît, en tout cas comme tu dis aussi en France, en Suisse allemande, mais surtout au niveau roman, je crois que rares sont les personnes qui n'ont pas collaboré avec vous, qui n'ont pas taffé avec toi, parce que voilà, tu as vu tout le monde, quoi, carrément. Mais par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a une anecdote qui t'est resté gravé, un truc qui t'est arrivé en studio, une aventure, une expérience avec quelqu'un qui te dit oh là là, incroyable, voilà. Est-ce que tu aurais un truc à raconter un peu croustillant, je sais pas comment on peut, pas croustillant, mais tu vois ce que je veux dire. Il nous arrivait tellement de choses avec tous ces artistes, c'est vrai. Les principales choses que je retiens vraiment, après qui sont peut-être pas des anecdotes croustillantes ou quoi, mais c'est tout ce que ça m'a permis, par exemple, de voyager ou de rencontrer des gens. Là, j'ai en tête, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai commencé à écouter du rap en 93. Il y avait un groupe qui s'appelait Sauce of My Chief. And right now, we're just maxing in the studio. We're hailing from East Oakland, California, and sometimes it gets a little hectic out there. J'avais sorti un morceau Nami Street in Infinity qui terrible, m'avait ce retourné morceau. la tête à ce l'époque. morceau. Je me suis même tatoué la phrase, tu vois, pour dire, c'était grave, quand j'ai incroyable. commencé, c'était ça. Et il se trouve que c'était 4 rappeurs qui faisaient partie du Hieroglyphics aussi, hein, les gars de la Bay Area, vers San Francisco. Avec Ils venaient de Delta Oakland, Funky avec Homo Delta Sapiens. Funky Homo Sapiens, exactement. Et dans cette équipe-là, toujours à l'effervescence mais là c'était encore plus tôt, c'était avant les Master Ace et tout ça. C'était vraiment le tout début, on s'est dit, moi je me suis dit, je vais essayer d'aller contacter les gens ailleurs, autour de nous. Ici on se connaît, on fait les choses déjà, essayons d'aller voir plus loin. Mais ça c'est 93. Non, ça c'était, je te parle de 93 parce qu'en 93 pour rebondir, parce qu'en 93 il y avait ce groupe-là, il m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et j'ai trouvé aussi le contact de Tadjé, qui était un des 4 rappeurs voilà. Et je lui ai dit, écoute, je vais faire, j'ai un projet de faire une compilation ici en Europe et tout ça, avec des rappeurs de partout et tout. Est-ce que ça t'intéresse de collaborer? Et lui, il m'a répondu direct, il m'a dit, ouais, ok. Tu vois, c'était déjà des indépendants. Un des rares où tu pouvais aller, tu vois, au début 2000, contacter les gens et tout ça, il te répondait. Et il me dit, écoute, moi je suis chaud et tout ça, comment est-ce qu'on fait? Je vois mes potes et je leur dis écoutez là c'est un truc de dingue, Tadjé, Sauce of My Chief, moi c'est un groupe. Et on se dit écoute on part à San Francisco 10 jours, tu vois, de toute façon on voulait se faire des vacances, vas-y on profite, on fait ça, on va le rencontrer. Et là je le recontacte, je dis écoute on va venir, est-ce que ça te dit qu'on se rencontre et tout ça. Il dit mortel, dis-moi quand t'es là. Je l'appelle, on est à San Francisco, il me dit écoute en fait on va se voir, tu vas venir chez moi.
J'habite à Auckland et tout ça, vous prenez la voiture, machin. Et tout. San Francisco, Auckland, C'est juste, tu traverses un pont et c'est de l'autre côté. Ah, ok. Et là, on s'est retrouvés dans le salon à Tadje, à Auckland. Donc c'était des, voilà, je sais pas si les gens qui ont déjà eu l'occasion de partir, donc c'était au début des années 2000, c'était quand même un peu tendu, c'était chaud. Quand tu allais dans Auckland, tu avais des impacts de balles sur les petites maisons. C'est toutes ces petites maisons comme à LA, tu vois, la côte ouest et tout ça. Je crois que c'est l'endroit où il y a le plus d'Afro-Américains. Aux États-Unis, hein, ça doit être un truc comme 80 et quelques % et tout ça, la ville d'Auckland même. Donc t'étais direct plongé dans le délire hip-hop à fond, tu vois. Et nous on s'est retrouvés là-bas à traverser ce pont. D'ailleurs on s'est fait arrêter par la police parce qu'on a pris le truc des camions qu'on n'avait pas le droit. C'était les flics comme de Chips là. Tu connais ça la série? Comme ça il arrive, le casque, des lunettes de soleil gonflées, toque à la fenêtre, il regarde, il dit c'est bon, tu vois. Il voulait juste mettre une petite pression, excellent. Et on s'est retrouvés au final à écouter du son avec Tadje. Malheureusement, le morceau n'a jamais vu le jour. Encore une fois, tu vois, ça c'est des. Voilà, mais vous l'avez fait le morceau quand même? On l'a fait. Alors, si tu veux, il a choisi une instru, il a écrit, il nous a envoyé une démo. Et après, il y a des histoires contractuelles. Voilà, c'était ça. On n'a pas pu se mettre d'accord sur les trucs, les termes. Tu vois, il y avait aussi ça qu'il faut compter. Hein. Il y a toujours on voit la créativité, le résultat des trucs, mais derrière, il y a plein de travail. Tu dois t'entourer de gens qui connaissent ces délires-là, de contrats et tout ça. Donc, ça, c'est pas fait. Et ça, c'était. Pour moi, c'était hallucinant de me retrouver dans le salon aux États-Unis de quelqu'un à lui faire écouter des beats alors que j'ai 20 ans. Que moi j'écoutais en 93 comme un dingue, tu vois. Tu vois voilà. Lui, déjà, il avait quoi? Peut-être la trentaine? Il avait déjà la trentaine, je pense. Mais cool, le gars, ou bien? Vraiment cool de dingue. Et d'ailleurs, après, on est sorti, donc on est resté, on a chillé avec lui, tu vois. Au bout d'un moment, on a écouté des sons, fumé des bédos, j'en sais rien, voilà. Et après, on descend dans le quartier. Il y avait tout le quartier qui savait qu'on était des petits Européens qui venaient pour enregistrer une compilation. Alors, tout le monde nous a refilé leur CD, mais tous les groupes que t'as jamais entendu parler de ta vie, qui étaient dans le j'habite en dessous de la maison de chez Tadje, là dans le basement et tout, tiens j'ai un groupe aussi, là, et tout le quartier est venu vers nous pour super nous positif quoi. Prenez-nous dans votre projet, là, et tout ça. C'était des dingueries, tu vois, quand tu vous étiez combien à On était partis à 3. J'étais parti avec Mensa et Ernest à l'époque. Terrible. Moi, tu vois, ça je savais pas, tu vois. Ça c'est des petits trucs comme ça, j'ai rencontré beaucoup de gens. Au tout début, quand il n'y avait pas encore internet, donc tu ne pouvais pas communiquer si facilement, j'ai essayé de trouver les contacts des gens. Et voilà, une autre petite anecdote, une fois je partais avec Ernest, on allait faire des commissions je ne sais plus où, et je me suis retrouvé à Crissier, il y a une grande micro à Crissier, tu vois, on se retrouve sur le parking tout en haut, on va parquer la voiture pour aller là-bas, je ne sais plus quoi acheter. Donc là aussi j'avais 20 ans, 21 ans, c'est au 2000-2001. Et tout d'un coup, mon téléphone il sonne, je vois c'est un numéro français. Et moi j'avais essayé de contacter plein de gens, donc j'ai envoyé des emails à gauche, à droite, voilà, je fais ça. Et tout d'un coup, je réponds, je dis allô Sébastien, je dis ouais, salut, c'est Rocking Squad à l'appareil. Ça m'avait Rocking Squad en live à la micro Crissier. Il me dit voilà, maintenant, explique-moi alors en Suisse, comment vous faites la promotion de votre musique, machin. Et on a eu une longue discussion de comment ici, chez nous, ça se passait, et tout ça. Et je trouvais ça, c'était des trucs incroyables. C'était personne. Je dis pas toujours, mais bien sûr. Encore, tu vois, on n'a rien fait de concret. Et tous ces gens-là, j'avais des contacts avec, et des vrais contacts. Parce que je pense que j'avais ce truc, tu sais, on kiffait. Donc on avait du positif, voilà. Ce truc hip-hop, mec. Bien sûr. Les gens sentaient peut-être ça, et donc ils revenaient, il y avait un retour. Bien sûr, parce qu'on a beaucoup senti justement avec les projets que vous avez faits, vous avez beaucoup, on dit comment, regroupé les énergies, quoi. Vous avez à gauche, à droite des Suisses allemands, des Français, il y a même eu, je crois, des Islandais ou des Suédois. Je sais plus quoi, exactement. Et puis voilà, pas tout le monde est ouvert comme ça, donc c'est vrai que vous avez une ouverture assez internationale déjà, des choses. Mais ouais, c'est incroyable, Rocking Squad qui t'appelle. C'était dingue, ça. Plein de trucs. Après, j'ai des histoires pas possibles. On a vécu tellement de choses en studio. Tu vois, quand t'es avec des Américains qui débarquent du fin fond de Brownsville. Ils viennent, tu sors ils te fument des têtes comme ça de trucs. Et là, le truc, elle est liquidée en 2 heures. Ils tiennent debout, ils tirent. On a vécu des trucs de ouf. Mais des déceptions aussi? Non, pas vraiment. Jamais. Si je me rappelle bien, il n'y a pas eu un moment où on s'est fait. Parce qu'on était avenant, on essayait de communiquer. Bien sûr, bien sûr. Donc logiquement, à moins tu vois que ça se passe mal et tout ça. Non. En général, après, c'est plus c'était dans le côté business. Là, on a eu plein de claques, plein de trucs, plein de. Laisse tomber, le milieu de la musique. Après, en France, les maisons de disques, tous ces trucs. Tu peux être vite dégoûté si t'as pas les épaules et si t'as pas quelqu'un qui s'occupe de tes affaires et que toi tu plonges le nez dedans.
vite dégoûté, quoi. Et le fait de démarcher en France, est-ce que des fois tu as senti un peu une espèce d'a priori ou bien par rapport au fait que vous veniez de Suisse? Parce que des fois tu as eu des remarques, ouais bon écoute moi j'ai eu de la chance que je me présentais pas comme un rappeur mais comme un beatmaker, ça changeait tout. Ah ok. Moi j'ai des amis à l'époque qui sont présentés en tant que rappeurs et qui ont essayé d'aller en France, ils se sont ramassés. Ouais, grave. Tu vas à la radio, c'est fini, tu vois, ils se foutent de ta gueule et tout ça, c'était réel, mec. C'était pas le pas. Tu venais de Suisse, tu peux pas faire du rap, c'est pas possible. Parce qu'en Suisse, t'as rien pour prétendre à rapper. Bien sûr, t'es pas dans la dèche, t'as pas de problème, vraiment des vrais problèmes. Ouais. Et moi à l'époque, j'ai rencontré une personne, Princesse Agnès, c'était une rappeuse donc, assez connue à l'époque. Ouais. Et avec elle, j'ai créé des vrais liens d'amitié. Tu vois, on s'écrit toujours de temps en temps et tout. Et on a passé beaucoup de temps ensemble. Elle venait souvent ici en Suisse et moi j'allais souvent en France la voir et tout ça. Elle me prenait, c'était à l'époque où elle faisait son album, et elle me prenait dans tous les studios. Tu vois, donc j'ai vu énormément de studios en France. Ah ouais. Et je suis tombé bien sûr sur plein de gens. Ah mais toi t'es suisse, c'est vrai. Et alors tout de suite, moi je disais, ouais mais je fais des instruments. Ah ouais, fais écouter. C'était direct un autre délire. Bien sûr. Tandis que je pense que si t'allais dire, ah ouais tu rappes, alors vas-y maman. Tu vois ce que je veux dire, c'était beaucoup plus grave. Donc ça va, j'ai eu de la chance par rapport à ça. Donc j'ai jamais senti le truc, mais je sais qu'il était présent de dingue. Ouais. Il y a toujours un petit coup de pression, toujours un fou qui est au coin du studio à jouer avec une arme ou une connerie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, bien sûr. Grave. Après, donc je pense que c'est dur pour certains Suisses qui ont voulu. Bien sûr. Après, ce qui est bien, justement, quand tu es beatmaker, tu fais des instrus, c'est que si tu es bon, tu peux venir de Suisse, de Chine, d'Autriche. Si c'est bien le truc. Par contre, rappeur, même si t'es bon, même si t'es fort, mais t'es suisse, t'as quand même l'accent, tu racontes pas les mêmes trucs, puis c'est vrai que c'est un peu difficile, quoi. Quoique, maintenant, aujourd'hui, ça a changé. Ouais. C'est bien, c'est cool. Tant mieux. Parce que maintenant, il y a des rappeurs suisses de Genève, comme ça, qui arrivent un peu à faire leur nid. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça forçait, il y a que ceux qui méritaient ou qui tu vois ce que je veux dire, qui pouvaient passer. Parce que maintenant, plus personne, comme... on parlait avant, au tout début, je te disais, les breakers à Renon et tout ça. Déjà en 94, je faisais, donc j'avais ces platines, ces petites tables de mix sur le cras. Donc je disais, j'avais des Puma State. Moi, les breakers que je connaissais pas, ils venaient vers moi, ils me disaient, toi tu fais quoi? Moi je fais du rap. C'est quoi du rap? Ouais. Même, alors que tu fais partie du même. Bien sûr, bien sûr. On est en 94, on n'est pas en 85. Bien sûr. C'est quoi? Donc c'était pas encore. Je connaissais 2-3 vous, les 2-3 en dessus de nous, et il n'y avait pas de groupe de rap. Bien sûr. C'est juste cette nouvelle génération. Donc c'était. Pas tout le monde faisait le délire. Non, tu vois. Les activités hip-hop, le rap, c'était celle qui venait en troisième. Ouais, en plus. Parce que la majorité faisait du break ou du graphe. La danse, beaucoup. Et on était très peu à faire du rap. C'est vrai, puis qu'au début tu rappes. Ouais, mais voilà. Alors, excusez-nous pour cette coupure un peu brutale, mais bon voilà, ça fait partie du fait que c'est un pilote, donc on a encore quelques réglages à faire. Le fichier de fin, ça s'est perdu dans les couloirs sombres des disques durs, mais bref, c'est pas grave, c'était juste les salutations de fin, donc je refais la salutation de fin. Un gros big up à Maëlle pour être venue dans ce premier épisode, donc c'était cool de sa part de venir. Et un gros merci aussi à vous d'avoir suivi l'interview jusqu'à maintenant. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, de partager ça sur vos réseaux sociaux. Un grand merci pour la force, surtout pour rendre le projet encore plus big. Et voilà, donc on se voit bientôt. On va commencer pour de vrai, les vrais épisodes à fond. Big up, welcome dans ma house, merci.